Donc, bonjour tous les participants. Bienvenue à ce webinaire là, qui va être présenté par Erwan Moreau et moi-même, Thierry Guslic, au nom de l'ensemble de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'Université de Montpellier, donc consacré à la rédaction du plan de gestion de données. Alors, tout le monde voit l'écran partagé? Oui, c'est parfait. Alors, les objectifs de la formation, objectifs généraux, comprendre d'abord le contexte, parce que c'est une question quand même importante, savoir comment, dans quoi s'inscrit effectivement un plan de gestion de données. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui prend racine depuis déjà plusieurs années dans un contexte très, très particulier, un contexte également d'ordre légal, on le verra. Et donc comprendre également ce qu'est en soi un plan de gestion de données, quels sont ses principes, comment il fonctionne et quelle est son utilité. Alors, la première partie sera une partie de contextualisation avec un rappel de ce qu'est l'open data et de la recherche, et ensuite, effectivement, de façon plus précise, les données de la recherche. Et pour une deuxième partie, on parlera spécifiquement du PGD. Alors, l'open data, je vais vous donner la démarche, la définition officielle qui vient qui est puisée dans un guide édité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, euh, qui porte sur l'ouverture des données de la recherche. Donc, une démarche de communication des documents ou des données publiques afin qu'ils soient diffusés de manière structurée selon une méthode garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous sans restriction technique, juridique ou financière justifiée. Donc on voit qu'on a un cadre général qui est celui d'un principe d'ouverture afin de garantir une réutilisation sans entrave, mais avec malgré tout des petites restrictions qui vont être d'ordre essentiellement juridique, on le verra. Donc par nature, les documents administratifs sont des documents qui sont librement communicables à toutes les personnes qui en font la demande, sauf les exceptions légales. Donc on va parler d'une mise à disposition exhaustive et immédiate pour tous, hein, voilà. Et parfois après examen et sur demande en fonction de cas spécifiques. Alors, il y a un cadre donc effectivement légal qui, depuis une dizaine d'années, a connu une refonte pardon, en profondeur, avec notamment, je n'en parle pas sur cette slide, mais la loi Walter qui date de 2015, qui est une loi relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public, et l'année d'après, 2016, cette loi Walter qui est relative, non, pardon, cette loi Le Maire, excusez-moi. Alors, Le Maire, en un seul mot, il s'agissait c'est une loi qui avait été à l'initiative de la secrétaire au numérique, secrétaire d'État au numérique de l'époque, Axel Le Maire, qui est appelée la loi pour une république numérique. Donc, dans son article, elle transpose une directive européenne qui date de 2013. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans un cadre évidemment européen qui ensuite avait décliné au niveau de chaque membre des pays, chaque membre de l'Union européenne. Dans son article 30, elle va inscrire cette loi dans le Code de la recherche, hein, un article qui sera intitulé L533-4. Donc là, c'est l'article 30 de la loi qui dit que dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne, parce qu'encore une fois, on est sous un cadre plus global européen, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, donc la volonté ici voilà, de publication par le chercheur est importante, ou de l'établissement de l'organisme de recherche dans le cadre duquel elles ont été menées, leur réutilisation est libre. Ça, voilà, c'est un principe absolument, un principe d'une loi d'airain presque. Donc, les dispositions combinées en fait de ces deux textes, la loi pour la République numérique et la loi Walter de 2015, ont amené à la mise en place d'un principe d'ouverture qu'on appelle par défaut. Voilà, on parle ainsi de données qui vont être aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire. C'est un petit peu voilà, le leitmotiv des données, de l'ouverture des données. Donc, c'est une expression qu'on trouve dans un fameux rapport de la Commission européenne en 2016 qui fonde un petit peu les principes directeurs de l'open data.
Alors, selon la nature des données, on va trouver un mode de communication différent, donc en fonction des données. Alors, la communication sera obligatoire selon une directive européenne de 2007, une communication qui va être imposée donc, aux autorités publiques, l'obligation de rendre ces données accessibles au public. Ça va s'appliquer aux données géographiques informatisées. Alors, ça va concerner par exemple les PLU, les questions de cadastre, les infos sur les services de transport, par exemple, ou de façon un peu plus particulière, toutes les données qui sont relatives à l'émission de substances dans l'environnement. Donc le but, là, on le comprend, ça va être de favoriser, dans le cadre effectivement de la transition écologique, la protection de l'environnement. Ça peut être des données, par exemple, sur l'amiante naturel, sur les écosystèmes forestiers, sur la qualité de l'air, les anciens sites industriels, etc. Donc l'objectif, là, c'est que les citoyens, effectivement, puissent exercer leurs droits de participation et leurs droits de recours. Deuxième catégorie, celles qui sont interdites par principe, mais possibles sous condition. Alors, on trouve dans cette typologie les données à caractère, les données, par exemple, pardon, qui sont protégées par le droit d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle, des données qu'on appelle à potentiel scientifique et technique de la nation, donc qui vont être, qu'on appelle PPST, qui vont être protégées par un dispositif réglementaire et qui vont être communicables à condition qu'aucun préjudice aux intérêts du pays ne soit en jeu. Les données biologiques, par exemple, qui vont s'inscrire dans le cadre du protocole de Nagoya, hein, qui a été adopté en 2010 et entré en vigueur en 2014, qui va encourager l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages issus de l'utilisation de ces ressources, avec l'objectif aussi de lutter contre la biopiraterie. Donc là aussi, on a une interdiction, mais avec une condition, avec un partage possible sous certaines conditions. En revanche, ce qui va être strictement interdit, ce sont les données qui présentent un risque pour la défense nationale, pour la politique extérieure du pays, pour la sécurité publique, la sécurité de l'État, ce qui concerne également les secrets des délibérations du gouvernement, ce qui concerne également la monnaie, le crédit, voilà, des choses qui sont d'ordre très régalien. Également des données qui vont être protégées par le secret industriel, le secret commercial, disons de façon générale, le secret des affaires, voire le secret médical également. Sous condition également, là, je l'ai voilà, dans le schéma du milieu, les savoirs autochtones, sacrés et secrets. Donc là, c'est un petit peu une focalisation sur la spécificité de Montpellier, puisqu'à Montpellier, on a notamment des établissements comme l'INRAE ou le CIRAD qui travaillent beaucoup avec les pays du Sud. Donc voilà, ici, on a donc une particularité qui n'est pas forcément la même dans tous les établissements. Voilà, les savoirs autochtones sacrés et secrets qui concernent également d'autres disciplines, par exemple les travaux sur l'ethnologie ou l'anthropologie. Alors, les données personnelles, c'est une partie importante de la question de l'open data. Ça va se retrouver dans le plan de gestion des données que vous allez peut-être être amené à faire. Alors, la définition, c'est celle de la CNIL, hein. Une donnée personnelle, c'est toute information qui va se rapporter à une personne physique identifiée ou identifiable. Alors, elle peut être identifiée, cette personne, directement par son nom, par exemple, par son nom et prénom, ou indirectement, par le biais d'un numéro de téléphone, d'une plaque d'immatriculation, un numéro de sécu, une adresse postale, la voix ou l'image, éventuellement. L'identification peut être réalisée soit à partir d'une seule donnée, comme celle du nom, mais elle peut être aussi issue d'un croisement de données. On va voilà, croiser des données différentes et on va aboutir donc à pouvoir identifier une personne. En revanche, par exemple, les données d'entreprise ne sont pas en principe des données dites personnelles. Alors, dans ces données personnelles, ben, on a des données de contact, des données familiales, des données financières, de connexion, de scolarité éventuellement, d'enquête, etc. Et là, vous voyez que dans cette infographie, on a les données sensibles. Donc, les données sensibles sont une sous-partie, une sous-catégorie des données personnelles, mais qu'on va sur laquelle on va faire aussi un petit focus parce que cette notion de données sensibles apparaît explicitement dans les PGD. Parfois, on a un peu de mal à faire la différence. Donc, les données sensibles, en fait, sont les données qui concernent, donc, selon le règlement général pour la protection des données, le RGPD, qui est entré en vigueur en 2018 pour ce qui concerne l'Europe. Donc, ça va concerner l'origine raciale ou ethnique des personnes, les données de santé, les données concernant les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale
la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Donc, ce sont des données dont la collecte et le traitement sont en principe strictement interdits, sauf, et là, il y a aussi toujours des exceptions, sauf si la personne concernée a donné son consentement explicite pour une ou plusieurs finalités voilà, spécifiques. Et si ces données également sont manifestement, là j'ouvre des guillemets, manifestement rendues publiques par la personne concernée. Donc on voit qu'il y a une notion de consentement, qu'elle soit explicite ou bien manifeste, parce que ces données se sont retrouvées rendues publiques et que la personne qui est concernée n'a pas manifesté d'opposition. On est également dans le cadre évidemment de la loi informatique et liberté de 1978. Alors, je retourne au plan de la formation après cette partie contextuelle. Donc, on en arrive aux données de la recherche à proprement parler. Alors là encore, je vais commencer par une définition qui est une définition un peu canonique, hein, qui vient de l'OCDE. Les données de la recherche, on les définit comme des enregistrements factuels qui vont être utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et qui sont généralement reconnus comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc, vous voyez, généralement reconnus, ça veut dire qu'il y a toujours une zone, non pas de flou ou d'incertitude, mais qui va renvoyer en fait aux spécificités des différentes disciplines en fait, les données de la recherche, elles vont avoir pour objectif de mettre en valeur les produits, de mettre en visibilité ou en valeur, oui, les produits de la recherche. Et c'est en ce sens que l'expertise du chercheur va jouer un rôle important dans la détermination de ce qui constitue une donnée. Parce que même si on a des éléments très objectifs de définition, il y a quand même une part qui va, encore une fois, renvoyer à la spécificité de telle ou telle discipline. Alors, il y aura différents supports, il y aura différents types, différentes natures, différentes origines des données de la recherche. Alors, leur origine, donc, ça va être par exemple des données qui vont être produites ou collectées si on ne réutilise pas de données qui existent déjà. Si en revanche, on utilise des données qui existent, qui préexistent, et si on crée de nouvelles données, on parlera de données dérivées. Si on utilise des jeux de données qui existent, mais sans en créer de nouveaux, ce sont des données compilées. Donc, vous voyez, ce sont des petites différences un petit peu d'origine, en fonction encore une fois, si on parle de données existantes ou non. La nature des données, elle va être soit brute, à condition qu'elle soit collectée ou produite, mais non organisée, non traitée. Donc, c'est le premier niveau de collecte ou de production. Ensuite, elles sont traitées, préparées pour l'analyse, et enfin, troisième degré, elles sont analysées, c'est-à-dire qu'elles vont aboutir, là, pour le coup, à un résultat de recherche. Donc là, on est dans les différents degrés de préparation et de traitement des données. J'ai parlé du type de données, donc ça peut être des données qui peuvent être textuelles, elles peuvent être numériques, ça peut être de l'imagerie, ça peut être des données audio, vidéo, ça peut être des codes. Elles peuvent avoir également des formats différents, elles peuvent être ouvertes, comme par exemple le format CSV, ou un format propriétaire comme format .docs. La question de la criticité également est un critère de différenciation de ces données, c'est-à-dire que des données peuvent être non critiques, c'est-à-dire des données tout à fait enfin, banales, entre guillemets, ou bien au contraire, elles peuvent avoir un caractère personnel ou sensible, voire confidentiel, comme on l'a vu précédemment. Donc, encore une fois, là aussi, ça différencie les types de données. Une autre typologie peut être en fonction de la façon dont on les obtient, si elles sont reproductibles ou non. Par exemple, les données expérimentales vont être obtenues à partir d'une méthode expérimentale qui est reproductible et qui va être appliquée à des phénomènes qui sont eux-mêmes considérés comme reproductibles, typiquement des données issues d'un séquençage d'ADN. Ça peut être des données d'observation qui, elles, vont être non reproductibles, hein. Généralement, elles sont obtenues à partir de l'observation de phénomènes particuliers, de phénomènes singuliers, par exemple la photographie astronomique, des entretiens, la neuroimagerie, etc. Ça peut être aussi des données de simulation qui elles vont être générées par des modèles informatiques. En revanche, ne sont pas considérées comme des données de recherche tout ce qui concerne les publications et les communications, les data papers par exemple, les carnets de laboratoire, les productions pédagogiques ou documents administratifs, ainsi que les objets matériels, pardon, qui sont à l'origine de la production des données, par exemple les animaux de laboratoire, les questionnaires, etc. Donc, ce qu'on retient en fait, c'est que par données de recherche, on va entendre le matériel sur lequel on s'appuie pour produire la recherche, quel que soit ce matériel. Et selon la discipline ou le sujet de recherche, on pourra avoir entré dans une typologie ou non. Donc, en fait, le chercheur sera, lui, le plus à même de définir ce qu'il va considérer dans sa discipline et dans son projet comme des données qui sont nécessaires à la validation.
Alors, les données de la recherche, on les représente généralement sous un schéma en 7 étapes. Ce schéma, donc, qui va représenter le processus d'utilisation des données de la recherche depuis leur création jusqu'à leur publication et en envisageant leur utilisation ultérieure. Alors, le PG2 dont Erwan va vous parler ensuite s'inscrit au cœur de ce processus et va permettre de gérer au mieux donc l'ensemble des données, hein, quel que soit leur type, tout au long de ce cycle de vie. Pour le chercheur, pour le chercheur qui ensuite doit rédiger un PGD, ça va lui permettre, à lui et son équipe, bien sûr, parce que c'est un travail collaboratif, d'identifier tous les outils et toutes les ressources qui vont être nécessaires pour parfaire la gestion du projet et répondre, voilà, si le cas se présente, aux questions sensibles, par exemple, et en conformité avec le RGPD. Et surtout, ça c'est peut-être l'objectif principal, se prémunir au mieux contre la perte des données. Puisqu'en fait, le problème dans les données de la recherche, c'est bien un problème de crise de reproductibilité des recherches. C'est un des principaux enjeux en fait de la gestion des données. Alors, la science, donc, bah, je ne vous apprends rien, se distingue des dogmes, qu'ils soient juridiques, religieux, en ce sens qu'elle fonde les conditions de son existence sur ce qu'on appelle le critère, enfin, sur ce que le philosophe allemand Karl Popper a appelé en son temps, donc en 1934, le critère de réfutabilité, c'est-à-dire que pour être en mesure de réfuter un résultat de recherche, il faut être en mesure de reproduire l'expérience qui en est à l'origine, et notamment en ayant accès, en pouvant avoir accès aux données qui ont permis d'obtenir ce résultat. Alors, en 2016, c'était d'ailleurs un peu l'origine de la prise de conscience de ce problème de reproductibilité. Une étude a été menée par la revue Nature, qui a été réalisée auprès de 1500 scientifiques et qui a abouti à des chiffres tout à fait éloquents. 70% des chercheurs ont affirmé, donc, dans cette recherche, avoir été incapables de reproduire l'expérience scientifique d'un autre chercheur. Et peut-être pire encore, plus de la moitié d'entre eux ont affirmé avoir été incapables de reproduire leur propre expérience. Alors, en conséquence, effectivement, bon, d'abord les causes. Alors, pourquoi une telle perte, une telle déperdition de données? Tout simplement, ça peut être simplement la destruction des supports, leur disparition, également des problèmes d'ordre technique ou technologique, de version, d'obsolescence matérielle ou logicielle, ou simplement et très bêtement, j'allais dire, on ne sait plus où se situent les données, on ne se souvient pas comment elles ont été nommées. Donc la question de nommage des fichiers, on le verra par ailleurs ou dans d'autres webinaires, c'est une question très très importante. Il faut déjà savoir où on a mis les données, comment on les a nommées, comment on les a classées. La conséquence, ben, on la mesure très facilement, hein. C'est une perte d'argent public, une perte de temps. Et tout ça, ça empêche la vérification des résultats, ça empêche la comparaison dans le temps et dans l'espace, et ça empêche, in fine, bien sûr, la réutilisation des données. Donc, plus on avance dans le temps, plus il est complexe d'accéder aux données et de les réutiliser. Voilà, donc c'est ce qui fait que cette question de reproductibilité doit être voilà, toujours présente à l'esprit des acteurs de la recherche. Alors, pour contrer justement, pour lutter contre cette perte de données, ben, on va mettre en place un système, un dispositif de bonne pratique, hein, entre guillemets, qui va permettre de s'assurer que ces données soient rendues réutilisables. Donc, ces pratiques, on les appelle des principes FAIR, vous en avez certainement entendu parler, donc je ne vais pas m'appesantir, je vais juste les énumérer. Donc, l'objectif de ces principes, c'est effectivement de développer des automatismes qui vont permettre l'exécution de chacun de ces principes, de manière à ce que ces données de recherche soient plus facilement exploitables à la fois par l'homme, mais aussi par les programmes et les machines. Puisqu'on est dans une époque où effectivement les machines deviennent de plus en plus intelligentes, donc on simplifie les processus, par exemple, de rédaction des PGD pour faciliter la vie des chercheurs. Et donc, voilà, la lecture par les machines, ce qu'on appelle les machines, voilà, les programmes Machine Actionable, dont Erwan vous parlera lorsqu'il présentera un peu l'outil DMP Opidor, soit dans ce webinaire, soit dans un webinaire à venir. Alors, par le biais de ce qu'on appelle ces bonnes pratiques, on va favoriser donc à la fois la découverte, facile à trouver, par le biais de l'attribution d'un identifiant pérenne, un PID, par la localisation dans un entrepôt. On va favoriser leur accès, notamment en mettant en place des protocoles de communication libres et ouverts. On va faciliter donc
interopérabilité, moyennant la description de ces données par un vocabulaire contrôlé, des standards, des ontologies, des thésauries, qui vont permettre d'établir des liens entre les données, et in fine, la réutilisation de ces données qui vont être publiées avec une licence d'utilisation qui devra être claire, accessible, avec l'indication de la provenance de ces données. Voilà, donc ces quatre grands principes, ces quatre grandes séries de principes voilà, sont ce qu'on appelle les principes FAIR. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si, en fonction de la nature des données, elles ne peuvent pas toujours, on l'a vu, être ouvertes et partagées avec différentes modalités de communication, en revanche, elles gagnent toujours à être FAIR à minima. Alors, on va en arriver maintenant au plan de gestion des données après cette phase de contextualisation, bon, sur lesquelles il n'y a pas trop de questions peut-être à poser. Bon, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours le faire encore une fois dans le chat. Donc, on va en venir à la question de qu'est-ce qu'un PGD et aussi de l'anatomie d'un PGD, donc entrer plus précisément dans le détail du plan de gestion de données. Donc, je vais laisser la parole à Erwan, je vais arrêter mon partage et Erwan va reprendre la suite. C'est bon pour le partage, parfait. Donc bah oui, je vais vous parler moi du plan de gestion de données. Alors on va quand même faire une transition du coup entre contexte et le plan de gestion de données. Donc comme vous l'avez évoqué Thierry, eh ben, le contexte c'est la crise de la reproductibilité et pour pallier à ça, en fait on a mis en place les principes FAIR et derrière les principes FAIR, notamment le plan de gestion de données, il y a aussi les entrepôts de données, il y a aussi les cahiers de laboratoire électroniques, il y a plein d'autres choses, mais le plan de gestion de données, voilà, participe de tout ça. Alors, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire en fait en termes de gestion des données. Et donc, ça, c'est la photo déjà parle d'elle-même, j'ai envie de dire. Et sinon, vous avez aussi donc cette satire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, pour ce qui est de mon plan de gestion de données, voici comment j'envisage de traiter les données de recherche à l'avenir. Je stockerai toutes les données sur au moins un, voire jusqu'à 50 disques durs dans mon laboratoire, pourquoi pas aussi des disquettes ou des clés USB. La structure des répertoires sera personnalisée, il n'y aura pas du tout de standard qui sera appliqué, non explicite et en aucun cas documentée ou décrite, donc même pas de métadonnées. Les étudiants travaillant avec les données seront encouragés à faire leur propre copie et à les modifier à leur guise, donc il n'y a pas du tout de structuration de la gestion des données, hein, afin de s'assurer que personne ne puisse jamais découvrir quelles sont les données brutes réelles. Des sauvegardes seront rarement. Alors, on peut en rire, mais malheureusement, c'est des choses bah, qu'on observe et qui ont cours. Donc voilà tout le problème. Alors quand on parle de plan de gestion de données, c'est quelque chose, on va le voir, hein, qui a vraiment été mis en place dans les années 2010 et notamment fin 2010, 2019. On va voir ça par la suite. Mais ça existe depuis fort longtemps et notamment ça a été mis en place pour la première fois par la NASA sur de très gros projets, en fait, des navettes spatiales d'observation, donc dès le début des années 80. Et en fait, eux appliquaient déjà les principes FAIR. Alors, on n'appelait pas ça encore les principes FAIR, mais ils avaient déjà tout compris. Et donc, dans un article qui détaille la gestion des données à la NASA, il nous est dit, lorsqu'un projet spatial est approuvé, l'un des premiers documents requis est un plan de gestion des données du projet. En fait, c'est-à-dire un plan de gestion de données, parce que quand on parle de plan de gestion de données, en général, c'est appliqué en fait à un projet de recherche. Donc voilà, ils nous disent premier document impératif, plan de gestion de données. Ce document définit les rôles et les responsabilités avant, pendant et après la mission. Ça aussi, c'est important. Et sert d'interface pour la gestion et l'archivage des données à long terme. Un spécialiste des données astronomiques est affecté à chaque projet afin de participer à l'élaboration du plan de gestion de données et d'assurer l'interface entre le projet et ceux qui sont chargés justement des données. Ensemble, ils développent des formats et des présentations de données qui seront compatibles avec d'autres ensembles de données astronomiques, donc ils seront interopérables, et faciliteront ainsi l'intégration des nouvelles données dans la base existante, donc aussi également des entrepôts de données.
Il est également souhaitable de préparer les données sous une forme qui facilitera leur distribution à d'autres institutions et utilisateurs. Encore une fois, interopérabilité des données. De brèves descriptions de chaque ensemble de données doivent être obtenues en interrogeant une base de données en ligne, on est dans les années 80, ou en utilisant la version imprimée de ces informations. Donc, encore une fois, base de données, entrepôt de données, métadonnées. Pour les missions impliquant une coopération internationale, telle que différents, voilà, il y aura aussi également des protocoles d'accords qui seront élaborés avec les agences de parrainage appropriées. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis parangon. Là, la NASA avait déjà tout bon dans les années 80. Et du coup, bah, l'idée, ça a été de développer ces principes de bonne gestion de données de manière plus générale et particulièrement le plan de gestion de données. Alors, le plan de gestion de données, donc on parle de PGD ou aussi Data Management Plan, c'est un acronyme qu'on retrouve souvent, l'acronyme aussi DMP. Eh bien, c'est un document synthétique, évolutif et collaboratif dont le but est en fait d'aider à la bonne gestion des données de recherche tout au long du cycle de vie de la donnée. Alors attention, c'est-à-dire que le plan de gestion de données va intervenir pendant le projet de recherche, mais il intervient avant, c'est-à-dire pendant la planification, et aussi après le projet de recherche. C'est-à-dire on mène une recherche, on a nos résultats de recherche, mais après les données, ben, il va falloir les archiver et il va aussi peut-être falloir les partager, les diffuser pour qu'elles soient ensuite réutilisées. Donc voilà, ça ne s'arrête pas au projet de recherche, c'est avant, pendant et après le projet de recherche. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée, que vous a d'ailleurs présenté tout à l'heure Thierry. Donc le PGD explique pour chaque jeu de données comment celles-ci seront gérées avant, pendant et après le projet de recherche, depuis leur création ou éventuellement réutilisation jusqu'à leur partage et archivage. Et donc là, vous voyez des petites photos de personnes bah, en fait, qui sont en train de faire leur plan de gestion de données, notamment via des outils comme DMP Opidor. Alors, au niveau des exigences, eh bien, il faut savoir qu'il y a l'article 6 d'un décret qui date de 2021 qui est relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics de recherche qui stipule de manière claire que ces derniers doivent veiller à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données. Alors, il n'y a pas de punition, j'ai envie de dire, si on ne met pas ça en place. Mais il s'avère que c'est une pratique maintenant qui devient obligatoire dans le cadre de projets financés par des financeurs publics, comme par exemple l'ANR et Horizon Europe. Là, le PGD devient un livrable qui devient carrément obligatoire. Et c'est cette obligation qui date de 2019. En fait, on la retrouvait déjà dans l'appel d'Amsterdam pour la science ouverte, qui date de 2016. Donc voilà, la réflexion existe depuis un petit moment, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de ces dates-là au tout début. Donc, par contre, ce qui est important, ce qui est impératif, bah, c'est de bien comprendre que le PGD ne doit pas être considéré en fait comme une simple formalité administrative qui va être nécessaire au financement de projets de recherche, hein, mais c'est vraiment un véritable atout. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues qu'on fait ça, qu'on vous demande ce document. C'est vraiment en fait pour avoir une vue claire sur la gestion des données au cours du projet, voilà, pour la construction et le développement du projet de recherche, parce qu'il va offrir la possibilité ben, de mettre en place des pratiques en adéquation avec les principes FAIR qu'on vous a présentés tout à l'heure, et il permet de gagner un temps précieux et donc de faire des économies sur les différents aspects liés à la gestion des données. Alors, quand on parle de plan de gestion de données, pour un projet, il y a plusieurs versions. Il y a une version initiale qui va en fait être mise en place au cours des 6 premiers mois suivant le début du projet. Cette version initiale, c'est la version qui est demandée, c'est le livrable obligatoire qui est demandé par les agences de financement. Ensuite, eh ben, à chaque fois qu'on va revenir sur notre plan de gestion de données, ajouter des informations, en corriger, eh ben, en fait, on va créer une nouvelle version. Ça sera une version intermédiaire, il peut y en avoir plusieurs, hein.
Et à la toute fin du projet, bah, quand on est arrivé à terme et qu'on a bien toutes les informations, il y a une version, on va dire, définitive, une version finale. Les plans de gestion de données, il y a aussi des modèles, c'est-à-dire qu'en fait, dans les plans de gestion de données, on va retrouver, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on passera sur la partie sur l'anatomie d'un plan de gestion de données, il y a des questions qui sont posées, qui sont, qui reviennent, mais il peut y avoir des petites subtilités en fonction des modèles. Alors, on va retrouver des modèles par financeur, ANR par exemple ou Horizon Europe. Mais il s'avère que maintenant, les financeurs se sont accordés sur un solution qui est le modèle structuré Europe. On retrouve sur notamment l'application d'MP Opidor. C'est celui qui est mis en avant par les différentes institutions qui gèrent la science ouverte et les financeurs notamment. Après, il existe aussi des modèles par institution. Donc, par exemple, nous, on a créé un modèle, celui de l'Université de Montpellier, il y a l'INRAE, il y a plein d'autres institutions de recherche qui en ont. Et il y a aussi des modèles disciplinaires qui vont avoir des questions plus orientées sur une discipline biologie, sciences humaines et sociales, et j'en passe. En dehors des plans de gestion de données projet, je l'évoque brièvement, mais on note aussi l'apparition de d'autres types de plans de gestion de données. Ce qui commence à émerger, c'est des plans de gestion de données, notamment d'entités, qui vont servir à décrire la gestion des données, en fait, au sein d'une entité de recherche. Après, il y a aussi des plans de gestion de données logiciels plus spécifiques là pour le coup, et aussi des plans de gestion de données de thèse en fait qui vont servir à initier le doctorant aux bonnes pratiques de la recherche en termes de gestion de données. Mais là où il y a vraiment l'accent qui est mis par les différentes institutions qui s'occupent de la science ouverte et de l'application des principes FAIR, eh ben, c'est notamment les plans de gestion de données entités, parallèlement à ce qu'on appelle les plans de gestion de données machine actionable, c'est-à-dire qui vont brasser des informations et qui vont croiser des informations. En fait, l'idée à terme, notamment il y a un groupe de travail du Comité pour la science ouverte consacré aux plans de gestion de données du futur, qui explore justement les possibilités de PGD machine actionable sur les plans de gestion de données projet et entité. C'est-à-dire qu'il y aura des informations sur une entité de recherche et sur la façon dont elle gère ses données. Et quand il y aura un chercheur de cette entité qui voudra faire un plan de gestion de données pour un de ces projets-là, et ben en fait, lors de la rédaction, notamment sur DMP Opidor, il y aura des informations qui seront fournies de manière automatique du fait qu'un plan de gestion de données de l'entité à laquelle il est rattaché existe. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle j'évoque DMP Opidor. Ben, en fait, DMP Opidor, c'est un service en ligne qui permet la création et la rédaction collaborative de plans de gestion de données en fonction notamment d'exigences que peuvent avoir un financeur ou un organisme, puisqu'il y a différents modèles qui sont présents sur DMP Opidor. Alors, derrière ce service, il y a l'INIS CNRS, et l'outil est basé sur un autre logiciel qui est DMP Online, qui nous vient des États-Unis. Et donc DMP Opidor est recommandé par plusieurs financeurs, notamment l'ANR. Et donc c'est un outil qui est aussi en constante évolution et qui est vraiment très pratique et c'est celui qui est le plus utilisé par la communauté scientifique francophone. Et nous, c'est celui-ci qu'on recommande. Après, il en existe d'autres, hein, mais celui-ci est effectivement bien pratique et on a des webinaires qui sont consacrés à l'utilisation de DMP Opidor, que vous pouvez aller consulter sur la playlist YouTube de Sciences ouvertes de l'Université de Montpellier. À présent, ben, on va voir l'anatomie d'un plan de gestion de données. On va vraiment rentrer au cœur du plan de gestion de données. Et donc, un plan de gestion de données se compose de plusieurs rubriques, dont le nombre peut varier effectivement en fonction des modèles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait, on va retrouver les mêmes informations qui nous sont demandées à l'intérieur.
Et là, moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle et qui est recommandé. C'est le modèle Science Europe structuré qui, en fait, se compose de 6 rubriques. Donc, c'est celle que vous voyez apparaître à l'écran. Et dans chacune de ces rubriques, il y a des questions qui vont vous être posées. Donc, il y a une rubrique description des données, documentation et qualité des données, exigences légales et éthiques liées aux données, traitement et analyse, stockage et sauvegarde des données, et enfin le partage et l'archivage, conservation à long terme des données. Donc on va voir brièvement les informations qui nous sont demandées dans chacune de ces rubriques. Donc déjà, il y a la provenance des données. Est-ce que c'est des données qui sont collectées, produites, réutilisées? Est-ce qu'on est sur des données justement produites, des données qui sont compilées, des données qui sont dérivées, comme vous l'a dit présenté tout à l'heure Thierry, au niveau des données de recherche? Il va falloir justifier la réutilisation ou non de données préexistantes. Quels vont être les outils et logiciels qui ont été employés pour collecter, produire ou réutiliser les données? Il va falloir aussi parler du type, du format et de la volumétrie des données. Donc ça, c'est ce que vous avez aussi évoqué tout à l'heure, Thierry, en parlant des données de recherche. Est-ce que c'est des données numériques, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des lignes de code, et j'en passe. Et des éléments aussi qu'on retrouve un peu dans chacune des rubriques, qui sont en fait les personnes qui vont être responsables de cet aspect de la gestion des données, donc qui, qui dans le projet est responsable de l'aspect collecte, production et réutilisation des données. Et aussi, est-ce qu'il y a des coûts qui sont liés à cet aspect-là, c'est-à-dire de collecte et de production ou de réutilisation des données. Ensuite, la rubrique documentation et qualité des données. Donc là, on va vous demander le standard de métadonnées qui est utilisé. Celui qui est le plus commun, parce qu'en fait, il est multidisciplinaire, c'est le standard de métadonnées Dublin Core, mais après, il en existe aussi pour des disciplines des plus spécifiques. Donc, un standard des métadonnées, hein, brièvement, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre jeu de données, et en fait, les métadonnées, c'est ce qui va décrire ce jeu de données. Donc, le nom, la volumétrie des données, le type de données, comment elles sont présentées, et j'en passe. Dans la rubrique documentation et qualité des données, on va aussi parler du vocabulaire contrôlé qui est employé. Hein, ça, c'est toujours dans l'idée de rendre les données interopérables entre elles. La documentation nécessaire à la compréhension et à la réutilisation des données s'il en existe une, des manuels par exemple, pour l'utilisation de machines qui ont servi à l'analyse et à la collecte des données. Les procédures de contrôle de qualité des données qui ont été appliquées et mises en place. Et encore une fois, on retrouve ces questions de responsabilité au niveau de la documentation et de la qualité des données et aussi des coûts qui y sont liés. Ensuite, pour les exigences légales et éthiques des données. Alors là, il y a plus d'informations, mais tout dépend du type de projet de recherche. Mais déjà, la législation qui va régir les droits de propriété intellectuelle sur les données, qui est le titulaire d'ailleurs de ces droits, il va falloir le nommer. Les licences qui régissent l'accès, le partage et la réutilisation des données, s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des accords de consortium qui ont été mis en place pour les projets partenaires publics et privés? Il y a aussi toute une variété d'autres aspects juridiques qui peuvent être liés au projet. S'il y a des spécificités, il faut surtout pas hésiter et il faut les mettre et les présenter dans cette rubrique-là. D'autre part, est-ce que des mesures ont été mises en place afin d'assurer la protection des données personnelles ou sensibles? Donc ça rejoint toute la question du RGPD. Mise en place d'un comité d'éthique de la recherche ou d'un comité de protection de la personne dans le cas où on fait des recherches impliquant la personne humaine, des RIPH, comme on appelle ça. Ça, c'est souvent dans le domaine de la santé qu'on retrouve ces questions-là. Des directives éthiques et des codes de conduite ont-ils été mis en place? Dans ce cas-là, il faut aussi les renseigner. Et là encore, on retrouve la question des responsables sur ces aspects juridiques, donc notamment le DPO, par exemple, donc le délégué à la protection des données,
Et voilà, encore une fois, les personnes qui participent, par exemple, au comité d'éthique de recherche ou au comité de protection des personnes, si il y en a qui ont été mis en place. Ensuite, la rubrique traitement et analyse des données, bah là, c'est un peu expliqué un peu plus en détail, sans non plus, on va dire, rédiger une thèse, hein, mais bah, les méthodes de traitement et d'analyse des données qui ont été mis en place, est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce qu'il y a des standards en termes de méthodologie? Maintenant, c'est ce qu'on voit aussi apparaître. En termes de méthode, il y a des standards qui se mettent en place. Les plateaux techniques qui vont servir au traitement et à l'analyse des données. Et toujours ces questions de responsabilité et de coûts liés ici au traitement et à l'analyse des données de recherche. Ensuite, pour le stockage et la sauvegarde des données, donc la volumétrie des données stockées ou sauvegardées, si elles sont numérisées, lieu où les données sont stockées ou sauvegardées, support sur lequel les données sont sauvegardées, la fréquence aussi des sauvegardes. Est-ce qu'il y a des conventions de nommage et des arborescences aussi des fichiers qui ont été mis en place? euh, c'est fortement recommandé là, pour le coup, mais voilà, du coup, il faut aussi les décrire. Les personnes qui vont avoir accès aux données et à leur sauvegarde au cours du projet, puisque là, en fait, dans cette partie, dans cette rubrique stockage et sauvegarde des données, c'est au cours du projet. Après, il y a l'archivage et la conservation à long terme. Là, c'est à un autre moment du cycle de vie de la donnée. Ensuite, on a les dispositifs de sécurisation des données. Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce qu'il y en a qui ont été mis en place? Par exemple, si jamais on est dans une zone à régime restrictif, ou si on est dans des environnements sécurisés, tout ça, il y a des choses qui se mettent en place de façon un peu automatique, mais sinon, il y a des principes aussi, notamment par exemple liés à la sauvegarde des données, la règle des 1, 2, 3, c'est-à-dire il faut au moins 3 sauvegardes sur au moins 2 lieux différents, dont une sauvegarde qui est de préférence, par exemple, dans un cloud. Voilà, ça c'est afin d'éviter qu'on se retrouve dans des problèmes comme il y en a déjà eu, où en fait un laboratoire bah, vient avoir un accident, inondation, incendie, et bah, tout est perdu. Voilà. Et bah, toujours, un peu comme dans chaque rubrique, les responsables et les coûts qui vont être liés au stockage et à la sauvegarde des données. Et enfin, la dernière partie, donc la dernière rubrique de notre plan de gestion de données, hein, on arrive au terme du cycle de vie de la donnée. Et là, ça va être consacré au partage et à la conservation des données, à l'archivage des données. Donc là, on va vous demander des informations concernant la date de mise à disposition des données. Est-ce qu'il y a un embargo sur les données qui est mis en place? Les licences, encore une fois, qui régissent l'accès, le partage et la réutilisation des données. Nommer bah, l'entrepôt de données dans lequel on va déposer les données en vue de leur partage. Donner aussi, informer l'identifiant pérenne, le PID, comme on dit, associé aux données. Donc, c'est ce qu'on a, par exemple, comme type de PID le plus répandu, c'est ce qu'on appelle les DOI. Le chemin d'accès pour avoir accès aux données, voilà, dans le cadre de leur diffusion. Outils ou logiciels nécessaires à la consultation des données, ça, c'est juste, voilà, en informer les réutilisateurs, notamment dans un fichier README, par exemple, associé à votre jeu de données, les restrictions d'accès ou de partage des données s'il y a lieu, plan de conservation des données, ça c'est-à-dire le plan d'archivage des données, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place, ça peut varier, hein, voilà, mais en tout cas il faut le préciser, et de nouveau les responsables et les coûts qui sont liés au partage et à l'archivage des données. Donc voilà pour ce qui est du plan de gestion de données, l'anatomie des données. Avant de conclure, juste un petit point. Bref, sur la science ouverte à l'UM et ce qui est mis en place par l'UM concernant la science ouverte. Donc, juste pour information, il y a une politique forte de formation et d'accompagnement qui est mise en place, hein, avec donc nous, par exemple, au niveau données.
de recherche, ben, on fait des accompagnements personnalisés, mais il y a aussi une équipe qui s'occupe plus des publications avec Al, donc qui peut faire aussi un accompagnement personnalisé, des formations continues, doctorales, master, des webinaires qui sont mis en place, comme celui d'aujourd'hui. Savoir aussi qu'il y a un DU concernant la science de la gestion des données aussi, qui existe à Montpellier. Donc, un fort aussi accent qui est mis sur l'aspect publication avec l'usage de HAL et aussi bah, promouvoir les principes FAIR côté données. Et aussi, bah, on est impliqué, on a des instances, notamment des instances Université de Montpellier, par exemple, sur HAL, mais aussi sur Recherche de Tagouf, qui est l'entrepôt de données souverain géré par le ministère. Et on a aussi une instance sur DMP Opidor. Et il y a aussi la mise en place de l'atelier de la donnée labellisé qui s'appelle Ecodor pour le site de Montpellier. Mais il y en a 19 en France. En fait, ça forme un réseau et derrière, c'est aussi Recherche Datagouv et le ministère. Et brièvement aussi, les acteurs de la science ouverte à l'UM, bah, il y a le service commun de documentation, donc qui fait un accompagnement sur les publications et l'open access, donc notamment avec à l'assistance. Nous, moi et Thierry, et deux autres collègues, Jérôme voilà, on est quatre au total, et ben on fait de l'accompagnement à la gestion des données. Donc on accompagne aussi sur les entrepôts et sur les plans de gestion de données, leur rédaction, leur relecture. L'ISDM aussi qui fait un fort travail sur l'accompagnement à la gestion des données et eux qui sont aussi un aspect ingénierie de la donnée. Et après, vous avez bien sûr le délégué à la protection des données, la DIPA, la DRED, et aussi l'ISDM Meso. En fait, c'est là où vous aurez les serveurs pour le calcul et le stockage massif des données. Ça aussi, c'est important de le préciser. Brièvement aussi, bah, vous dire que voilà, les webinaires continuent, c'est toutes les 2 semaines. Et donc le prochain, ben, ça sera créer son identifiant HAL et son CV sur HAL. Il y aura aussi un webinaire consacré aux entrepôts de données avec mon collègue Jérôme Marini d'ailleurs, et les cahiers de recherche, les cahiers de laboratoire électronique. Voilà. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi avec attention ce webinaire. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors, encore une fois, pour tes